Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans Sondre 88, le podcast qui parle de création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Théo Rivière, auteur de jeux. Bonjour Théo, comment vas-tu ? I'm fine, I was looking forward to. Eh ben tout va bien, Zef, j'attendais avec impatience de voir si t'allais dire 63,83 en français ou si t'allais le dire en anglais. Et en anglais, ça sonne pas mal. I'm glad you say it in English. It sounds great. Oui, je me suis dit qu'il fallait directement plonger dans l'anglais. Théo, c'est la première fois que nous parlons effectivement en anglais, tu l'as dit. Et pourquoi ? Parce que notre invité est le premier à s'exprimer au niveau international. Nous avons donc l'obligation de parler en anglais. Et de qui s'agit-il ? Qui est la personne qui est dans l'émission en ce moment ? I'm glad to welcome our Je suis first heureux guest. d'accueillir notre premier invité qui nous a permis de parler avec notre bel accent en français et en anglais. Hello Marvin, comment vas-tu ? How are you? Hello, thank you. I'm very fine. I'm glad to be here, and sorry to all the listeners that have to listen to this in English because my French is so bad. Oh, it's great. Donc Marvin Egen, j'ai pas demandé avant, mais je crois que c'est Egen, c'est bien ça ? It's Hagen. C'est Egen. Je pense qu'il est difficile à prononcer en dehors de l'Allemagne. De même, tous les Américains ont des problèmes avec mon nom. Ah ok, donc Marvin Egen, tu es le concepteur de Mindbug Premier Contact. Le jeu est publié chez Nerdlab Games, c'est ta société, on y reviendra plus tard. Et le jeu est sorti en français en 2022 avec un Kickstarter chez Yellow en 2023. C'est exact. Je te propose donc de plonger directement dans le sujet principal de l'émission. Dans un premier temps, nous allons parler de toi en tant que personne. Et pour la première question, que faisais-tu avant de devenir auteur ou concepteur de jeu ? Quel a été ton premier emploi, si je peux me permettre ? I've done a lot of things in my life actually. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. I founded several companies, in J'ai fondé various plusieurs entreprises dans différents areas, domaines. Before I really Mais avant de devenir became a game concepteur et designer, éditeur de jeux, je travaillais dans l'industrie informatique. Je travaillais pour une société canadienne de logiciels et je réalisais des projets dans toute l'Allemagne pour la numérisation du secteur bancaire, de l'industrie pharmaceutique et d'un grand nombre d'autres secteurs. Et oui, j'étais directeur et j'avais une équipe de spécialistes des technologies de l'informatique qui pilotait la numérisation en Allemagne. Et donc en ce moment, t'es à plein temps entre la conception de jeux et l'édition de jeux, c'est ça ? Oui, exactement. D'ailleurs, je suis plus du côté de l'édition que de la conception pour le moment. Ok. Mais j'espère qu'à l'avenir, je me tournerai davantage vers l'aspect conception de jeu. Ok, c'est intéressant, on en reparlera après. Mais est-ce que tu as toujours été joueur de jeux de société ? Oui, mais je dirais que je ne le suis pas. Je ne suis pas un joueur de jeux de société typique qui possède environ 500 jeux de société sur une étagère. Je suis plutôt un joueur de jeux de cartes à collectionner qui ne joue pas à beaucoup de jeux différents, mais à des jeux très variés, comme, je sais pas, Magic ou Keyforge, et d'autres jeux de ce genre, physiquement et numériquement. Mais je joue aussi beaucoup à des jeux de société, surtout en famille avec des amis, mais je ne joue pas à tous les jeux qui ont été édités depuis une vingtaine d'années. Tu cites Magic the Gathering et Keyforge parce que ce sont des jeux de Richard Garfield en particulier ou ce sont vraiment des jeux que tu aimes ? Non, ce sont des jeux que j'aime vraiment. Je joue à Magic depuis l'école primaire, en gros depuis que le jeu est sorti. Et j'ai jamais vraiment arrêté de jouer et ça fait 25 ans que j'y joue toujours avec les mêmes personnes. Et c'est certainement l'un des jeux qui a eu le plus d'impact sur ma carrière de concepteur de jeux.
D'accord, bon, tu es bien entouré ici parce que nous sommes tous des joueurs de Magic. Pour ma part, j'ai dû commencer le jeu en 94 ou 95 au niveau de la 4ème édition. Et pour toi, Théo? Quand est-ce que j'ai commencé? Je pense que c'était autour de l'année 2000, c'était la période du bloc Carnage, juste après Tourment, Carnage, Légion, tout ça. Mais c'est certain que sur Magic, moi je serais pas devenu auteur de jeu du tout. Donc je suis heureux d'avoir un collègue magicien avec nous aujourd'hui pour parler. Quel a été ton premier coup de cœur dans le monde du jeu de société, le monde ludique, à part Magic? Je veux dire, la question est plutôt à savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir auteur de jeu toi-même? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de dire que c'est pas possible? Yeah, so I think one game that had maybe even a bigger impact on that than Magic is for me. Je pense qu'un jeu qui a eu un impact encore plus important que Magic, c'est Donjons et Dragons. Parce que là, en tant que maître du donjon, c'est toi qui crée le type de jeu. Tu crées les personnages non joueurs. Tu crées tout l'environnement, le cadre et tout le reste. Pour moi, c'est toujours un peu comme créer son propre jeu, comme maîtriser un donjon, etc. Nous jouions à ce jeu quand j'étais très jeune et j'aimais vraiment le côté créatif de la chose. Et oui, cet aspect n'a jamais disparu, même lorsque j'ai eu un travail. Il me manquait toujours cet aspect créatif, créer quelque chose de nouveau, construire quelque chose à partir de la base, et créer quelque chose que les autres aiment, qu'ils apprécient, dans lequel ils peuvent se plonger. Je dirais que c'est le jeu qui a eu le plus grand impact pour moi. Mais j'ai toujours pensé qu'il était assez difficile d'y accéder pour les novices parce qu'il y a des centaines de livres de règles et avec des feuilles de calcul, tout le reste. Mon idée initiale était donc de créer un jeu de cartes avec des aspects de jeu de rôle. So my initial idea was to create like a card game that has these. Et c'est sur ce point que je travaillais, mais au fil du temps, j'ai exploré d'autres pistes, et puis je suis resté fidèle à Mindbug. Over the time, I explored other things as well, and then I sticked with Mindbug then. Théo, c'est la première fois que quelqu'un nous dit « Je veux devenir auteur de jeu parce que je joue à des jeux de rôle ». Et pas vraiment à des jeux de société. Genre, vu la différence qu'il y a un peu entre les deux mondes, si je peux me permettre, c'est la première fois que quelqu'un nous parle de jeux de rôle de Donjons et Dragons comme une source d'inspiration d'auteur, parce que dans ce cas-là, en fait, t'as envie d'être plus écrivain plutôt que pour être auteur de jeux de rôle. Qu'est-ce que tu en penses? Yeah, it's funny because when I look back to my past, ouais, c'est marrant parce que quand je regarde un peu mon passé, je commence à jouer aux jeux de rôle au lycée. Et même si j'en étais pas conscient, là, ça me donne l'impression que ça a peut-être influencé toute ma carrière par la suite aussi. Parce que d'une certaine manière, c'est un peu la même chose, sans être vraiment la même chose en fait. Parce que pour les jeux de rôle, même s'ils sont pour la plupart basés sur un système, il y a quand même une histoire qui est vraiment importante. Mais quand t'es meneur ou meneuse, à un moment tu dois connaître vraiment bien les règles pour être sûr de pouvoir improviser. Donc il y a un joueur ou une joueuse qui fait des choses que t'as pas entendu parler ou auxquelles t'as pas pensé. Et faut que tu connaisses les règles sur le bout des doigts, quoi. Donc c'est logique d'une certaine manière. Et je pense que c'est influent de toute façon parce que à la fin c'est quand même jouer à un jeu et concevoir des trucs quand tu prépares une campagne de jeu de rôle. Donc ouais, il y a une certaine logique dans ça. Et en plus je pense que l'industrie des jeux de rôle et l'industrie de jeux de société commence à avoir une sorte de lien encore plus direct aujourd'hui. D'une certaine manière, parce que des jeux comme Gloomhaven ou des jeux très narratifs comme Time Stories, ce genre de trucs, ils sont là aussi parce que le jeu de rôle en fait. C'est une forme de jeu de société, mais influencée et liée à la communauté du jeu de rôle. At the end, they are board games, but truly linked to the role-playing community in a way. Oui, c'est vrai, à l'époque, je me souviens d'HeroQuest. Je crois que c'est le même nom en anglais et en français. Oui, c'est vrai. À l'époque, je me souviens d'HeroQuest. Alors, je crois que c'est le même nom en anglais et en français. Mais il s'agissait d'un jeu de type Dungeon Crawler avec une bonne narration. On était vraiment très proche de Donjons et Dragons dans l'esprit. Dans le tien, Marvin, ce n'est peut-être pas la même chose, mais quand tu joues à un jeu de rôle, tu y plonges plus profondément.
c'était pas vraiment un jeu de société parce que les règles sont un peu secondaires. Dans un jeu de rôle, tu peux supprimer une règle si elle te fait chier. Enfin, dans un jeu de rôle, tu peux supprimer une règle si tu en as envie. Tu peux transformer tout ce qui existe dans le monde parce que tu veux faire quelque chose d'autre. Tu peux tout changer. Dans le jeu de société, les règles sont assez fixes. Elles sont vraiment plus strictes d'une certaine manière. C'est pour ça que je fais une séparation entre les deux mondes, le jeu de rôle et le jeu de société. C'est pour ça que je suis un peu surpris que la première idée de devenir concepteur de jeu, auteur de jeu, est devenue du jeu de rôle. Idea of become a game designer came for the role-playing game. Yeah, so maybe there were some steps in between, maybe. So we of course myself and my friends, we grew older and became family and became. Il y a donc peut-être eu des étapes entre les deux, peut-être. Yeah, so Bien sûr, mes amis et moi avons vieilli, nous avons fondé une famille et nous avons eu des emplois épuisants. Nous avions de moins en moins de temps pour jouer à des jeux de rôle, bien sûr, mais nous avions toujours le temps de jouer à ces jeux de donjons dont tu as parlé. Nous jouions à HeroQuest quand nous étions jeunes, mais ensuite nous avons joué, je ne sais pas, à Descent ou Gloomhaven, ou ce genre de jeu. Et bien sûr, tous ces jeux ont eu un impact sur mon envie de devenir concepteur de jeux. Parce que ces jeux, entre le moment où nous étions jeunes et aujourd'hui, sont beaucoup développés. Ils sont devenus bien meilleurs, sont devenus beaucoup plus intéressants, beaucoup plus simples d'accès. Et bien sûr, le marché a également changé, de sorte que la demande pour ce type de jeu est plus importante. Tous ces aspects ont certainement eu un impact sur mon désir et de devenir concepteur et éditeur de jeux pour créer Mindbug. Me wanting to become a game designer and publisher. Have you ever, because you create Mindbug? Alors tout en commençant par un Kickstarter, on l'a déjà dit, mais est-ce que, mais avant cela, peut-être est-ce le cas maintenant, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà soumis des prototypes de jeux à un éditeur? Actually not. En fait, non. Des gens m'ont soumis des prototypes après le succès de Mindbug. Mais non, nous n'avons pas proposé aux éditeurs avant la campagne Kickstarter. Mais après la campagne Kickstarter, nous avons bien sûr discuté avec des éditeurs pour des partenariats internationaux, etc. Mais avant la campagne Kickstarter, je n'ai jamais donné un de mes prototypes à un éditeur, non. Ok. D'accord. Et avant cela, sur combien de prototypes tu avais travaillé avant l'arrivée de Mindbug? Dans le sens, autre projet de jeu, pas seulement Mindbug. It can be other games. I mean, this is not about Mindbug. Yeah. Also. So I would say maybe 3. Je dirais donc qu'il y a peut-être 3 autres prototypes pour des jeux différents. Je sais que les autres concepteurs de jeux n'ont pas beaucoup de jeux, plus de jeux, mais je dois dire que je ne suis pas le seul concepteur de jeux de Mindbug. Une très grande partie vient de Christian Kudal, l'un des co-concepteurs. Et je sais que, par exemple, il avait signé un autre jeu avec un éditeur avant Mindbug. Mindbug est en fait le deuxième jeu qu'il a signé. Mais le premier qui est sorti parce que nous avons été plus rapides à le publier et que le premier qui avait été signé. Classique. Il a donc apporté, disons, un peu plus d'expérience que moi. Mais il était également assez nouveau et n'était pas un concepteur de jeu bien connu avec des centaines de prototypes à son actif. Game designer with hundreds of prototypes under his belt. Et comment tout a commencé du coup comment est-ce que le prototype et puis toute la conception du jeu a amené les différentes personnes à travailler dessus? Veux-tu que je parle un peu de la façon dont Mindbug a vu le jour? Ouais, c'est ça. Yeah, so when I decided that I actually wanted to become a game designer. Quand j'ai décidé que je voulais devenir concepteur de jeu, j'ai aussi réfléchi à la façon dont cela pourrait devenir une activité à temps plein. Parce que j'étais pas très heureux dans le travail que j'avais. Je trouvais que ce que je faisais n'avait pas beaucoup de sens. Dès le départ, j'avais donc l'intention de me lancer à temps plein dans ce projet en concevant un jeu et en le signant avec un éditeur. Je savais que ce serait difficile. Soit le jeu devait avoir beaucoup de succès, soit je devais publier un grand nombre de jeux pour que cela devienne une activité à temps plein.
C'est pourquoi j'ai compris qu'il fallait pas se contenter du bon côté de la conception du jeu. Il y a aussi un peu de travail d'édition à faire si ça doit devenir une vraie alternative à mon travail actuel. En sachant cela, j'ai pensé qu'il serait logique de construire une sorte de notoriété pour ça. Lorsque j'ai commencé à concevoir des jeux, j'ai également lancé un podcast sur ce thème, le podcast Nerd Lab Game. And when I started with designing games, I also started at the same time a podcast about that topic, the Nerd Lab Games podcast. Et j'ai pensé que j'aurais plus de chances d'entrer en contact avec eux si j'avais des personnes que je pouvais inviter à parler dans mon podcast. C'est ainsi que le podcast a démarré et que j'ai fait beaucoup d'épisodes sur la conception de jeux en général et que j'ai invité des concepteurs de jeux à succès dans l'émission. I would have better chances to get in contact with them if I have an audience that I can invite them to talk. À un moment donné, je me suis rendu compte que de nombreux concepteurs de jeux concevaient leurs jeux seuls dans leur cave ou ailleurs, et que ça pouvait parfois donner l'impression d'être un peu seul. Si t'es bloqué, si tu es seul, il est assez difficile de sortir de cette situation. Si t'as pas un partenaire ou un groupe de test régulier ou quelqu'un à qui tu peux parler d'un problème et qui n'est peut-être pas si important mais qui peut juste te donner de nouvelles idées par exemple. Sometimes it can feel a little bit lonely, and if you get stuck, if you are alone, it's pretty difficult to get out of that situation if you don't have like an accountability partner or someone or a regular playtesting group or someone that can help you to talk about a problem that might not even be that big but can just give you some new ideas also. And can you Théo, ça te parle? Yeah, a lot. Oui, moi je conçois principalement les jeux en duo et je comprends parfaitement ce que tu as dit. Perfectly related what you said. Exactly, and I thought that it would help other Je pensais game qu'il designers serait like utile myself aux autres concepteurs de jeux, et à moi aussi, de créer un groupe de réflexion où 5 ou 6 concepteurs de jeux se réunissent régulièrement, toutes les 2 semaines environ, et deviennent des partenaires importants les uns des autres. Ils se rencontrent, ils parlent du processus qu'ils ont mis en place dans un jeu et sur lequel ils travaillent, ils jouent, ils testent leur jeu, s'aident à surmonter les obstacles, donnent des idées, et parfois deviennent co-auteurs du jeu. C'est ce qui s'est passé pour moi parce que nous avions 7-8 groupes de réflexion avec différentes personnes, et j'étais dans l'un d'entre eux. Christian, qui écoutait mon podcast, a rejoint l'un de ces groupes. Mais à l'époque, Christian ne faisait rien non plus en tant que concepteur de jeu. Non, he was working on his first game. Non, il travaillait sur son premier jeu et lorsqu'il a rejoint le groupe de réflexion, 1 ou 2 semaines plus tard, il a signé son premier jeu. Mais nous avons rapidement constaté que nous aimions le même type de jeu et que nous voulions concevoir un jeu similaire, un jeu d'entrée de gamme très facile qui ressemblerait à un jeu de cartes à collectionner, appelons-le ainsi. Nous en avons parlé et nous nous sommes dit que nous voulions y travailler ensemble. C'est alors que nous avons eu l'idée de Mindbug. C'est ainsi que ça a commencé avec Christian et moi. Then we said we want to work on it together, and that's when we came up with the Mindbug. That's how the game started with Christian and me. So you both Okay, donc vous étiez donc tous les deux à l'époque des joueurs de jeux de cartes, des joueurs de Magic, je suppose. Christian n'était pas un joueur de Magic, il connaissait certes le jeu et les règles, mais ne s'intéressait davantage à d'autres jeux. Et c'est ce qui est amusant. Nous étions tous les deux dans le même type de jeu ou des jeux de même nature, mais je dirais qu'il jouait à 50% des jeux et je jouais aux 50% restants. Il n'y avait donc pas tellement de chevauchement. Il aimait plutôt jouer à Epic et Hearthstone par exemple, et moi j'étais plutôt du côté Magic et Keyforge. Je pense donc qu'il s'agissait d'un partenariat parfait car nous connaissions alors le meilleur des deux mondes. C'est un peu l'histoire d'une success story quand même. Yeah, truly, yeah. And De ouf, et c'est marrant de voir que ta façon de rencontrer des gens et de faire du co-design, ça a été de parler de game design au début. Donc c'est assez étonnant et c'est vachement inspirant de voir comment t'es passé de ok je veux faire du game design et je veux quitter mon boulot à plein temps parce que c'est pas quelque chose que je veux garder, à la conception à plein temps et la publication de Mindbug, qui on va en reparler juste après, mais est une belle réussite.
Donc ouais, c'est vraiment différent des autres témoignages qu'on a eu parce qu'il y a cette notion de tu t'es lancé parce que tu voulais te lancer. Donc je suis ravi d'en parler avec toi. D'ailleurs, j'ai une question sur le sujet. Si je dis pas de bêtises, Christian est au Danemark, c'est ça? Et donc toi, t'es en Allemagne et à un moment donné, donc on va en parler, sont arrivés Richard Garfield et Scarfelia, qui sont aux États-Unis. T'as eu l'occasion de les rencontrer pendant la conception du jeu ou tout s'est passé à distance? At some point you bring, and we're gonna talk about that, Richard Garfield and Scarfelia, which are in the US, both of it. Did you have the opportunity to meet while designing the game, or everything was like remotely did? Non, c'était complètement à distance et complètement numérique. La première fois que j'ai rencontré Christian, c'était à Essen en 2022, je crois, lorsque nous avons eu le premier prototype de Mindbug. Avant ça, tout se passait uniquement via Discord et Tabletop Simulator. Ok. C'est marrant, c'est très différent de mon processus personnel, donc c'est intéressant de voir comment vous avez réussi et comment les nouvelles méthodes de communication et de conception de jeu rendent ce genre de partenariat et de manière de travailler possible. C'est peut-être possible parce que Mindbug est, et elle le prend pas mal quand je dis ça, un jeu aussi simple qu'un jeu de cartes. Du coup, sur Tabletop Simulator, tu peux traiter facilement et itérer parce qu'il ne s'agit que d'un jeu de cartes, il n'y a que cinquantaine de cartes. Si tu vas vers un jeu de plateau plus complexe, c'est peut-être plus complexe de tester et d'itérer via Tabletop Simulator. It will be more complex to test and iterate via Tabletop Simulator, non? Je pense que tout est possible, mais t'as raison, c'est certainement plus difficile parce que chaque itération t'oblige à faire des changements plus longs. Alors que nous n'avons que des cartes et tu peux télécharger une carte en quelques secondes, donc même pendant les tests de jeu, tu peux faire des changements à la volée parce que nous parlons de Mindbug. Because we're talking about Mindbug, what was the baseline of the creation of Mindbug? Quel a été le point de départ de la création du jeu? C'est quoi, un jeu de cartes à collectionner sans la difficulté de Magic avec la mana et ainsi de suite? C'est le côté mécanique du jeu? C'est le thème du jeu qui arrive en premier? It is the mechanic side of the game or it is the theme of the game? We did not start with a theme. So we had no theme at all in the beginning. We started definitely from the mechanical point of view. Nous n'avons pas commencé par le thème, nous n'avions pas de thème au tout début. Nous sommes partis d'un point de vue mécanique et les piliers de la conception pour nous étaient que nous voulions avoir un jeu qui garde tout ce que nous aimions dans les jeux de cartes à collectionner, sans être un jeu de cartes à collectionner et sans être aussi complexe que la plupart de ces jeux. Pour ça, nous nous sommes dit qu'il fallait supprimer tout ce qui n'était pas nécessaire et faire en sorte qu'à chaque fois que nous prenions une décision au début, qu'elle soit aussi simple que possible. C'est-à-dire, il faut toujours prendre la décision la plus simple. Si nous devons décider si une créature a une valeur de puissance et une valeur de résistance, ou seulement une valeur de puissance, nous prenons la décision simple, seulement une valeur de puissance. Nous avons passé en revue les jeux que nous connaissions et nous avons en quelque sorte créé ces limites et ces piliers fondamentaux avec cet état d'esprit déjà établi. Et nous avons dit, d'accord, voulons-nous des créatures et des sorts? Non. Nous ne prenons qu'un seul type de carte. Nous ne voulons pas de coûts de ressources car cela peut conduire à des situations gênantes comme le mana screw ou le mana flood dans Magic par exemple. Nous avons supprimé tout ce que nous n'aimions pas et qui était un peu compliqué et nous avons pensé que nous aurions alors un point de départ extrêmement ennuyeux et que nous devrions ajouter à nouveau certains de ces éléments pour rendre le jeu intéressant. C'est alors que Christian a imaginé ce mécanisme de Mindbug qui te permet à 2 reprises au cours de la partie de voler une carte à ton adversaire. Je dirais qu'à ce stade, nous avons eu un peu de chance. Christian est un excellent concepteur de jeu, mais aucun d'entre nous ne s'attendait à ce que ces Mindbugs aient un impact sur la conception du jeu, car ils ont résolu presque immédiatement tous les problèmes que nous avions. Le jeu était plutôt amusant avec cette complexité réduite, beaucoup plus amusant que ce à quoi nous attendions à ce stade de la conception.
Nous n'avons donc pas eu à ajouter toutes ces choses que nous avons réduites par la suite. Nous avons pu garder le jeu aussi propre et simple. Much more fun that we were expecting at that design state, you know? So we didn't have to put all these things we cut back in later. We were able to keep it that clean and simple. This is genius because I would like to another episode. C'est vraiment génial parce que dans un épisode précédent de l'émission de 688, on parlait avec Antoine Bozade, qui est aussi auteur de jeux. Peut-être que tu connais. Il nous parlait d'Anabi, qui est un jeu de cartes. C'est vraiment génial parce que dans un épisode précédent de l'émission, on parlait avec Antoine Boza, auteur de jeu, et il nous parlait de Anabi. C'est aussi un jeu de cartes, je sais pas si tu connais le jeu. Et voilà, et il en a parlé, et donc arrête-moi si je me trompe Théo, mais il disait qu'il voulait un jeu de cartes coopératif avec du monde, le jeu s'est déroulé normalement, chaque joueur voit sa carte, et je pense que c'est sa femme qui à un moment a discuté avec lui en lui disant pourquoi tu essaierais pas d'une autre manière ou quelque chose comme ça. Yeah, and just like you told us about Mindbug, it was like this very ouais, c'est vrai, et comme tu nous le dis à propos de Mindbug, c'est une toute petite idée qui a tout changé à un moment ou à un autre. J'adore quand ça se passe comme ça, c'est vraiment super. D'ailleurs, j'aurais dû me présenter en disant que j'adore Mindbug, c'est vraiment un jeu que je trouve brillant de bout en bout, je trouve ça très intelligent, très pointu. Et en tant que joueur de Magic, c'est vraiment mon truc de ouf, quoi. Donc, j'ai vraiment adoré le jeu, donc encore merci d'être là. Et l'idée du Mindbug en lui-même, c'est merveilleux, en fait, c'est vraiment hyper brillant. C'est le genre d'idée où quand t'es auteur de jeu, tu te dis j'aurais aimé l'avoir eu celle-là, en fait, elle est vraiment très chouette. Et c'est marrant de voir que, c'est bien sûr pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps, cette petite idée brillante qui change la donne, elle arrive à la toute fin de la conception. C'est comme se dire, bah voilà, on a un truc qui marche, c'est pas mal, le jeu est ok, c'est pas absolument extraordinaire, mais ça tient la route, quoi, c'est ok. Et en il y a quelqu'un qui vient et qui dit, hey, t'as pensé à ajouter ce petit truc, et bam, là le jeu il prend une autre dimension et il explose complètement, quoi. Non, c'est vraiment brillant et c'est une très belle histoire. And boom, the game explodes and no, it's very brilliant. So, yeah, that's a very nice story. Yeah, I think Christian is still, he really likes auctions. Je pense que Christian aimait ou aime toujours beaucoup les mécaniques de vente aux enchères. Nous cherchions quelque chose qui nous permettait d'équilibrer les créatures, car nous voulions qu'elles soient très puissantes, et nous ne voulions pas qu'elles coûtent des ressources. Alors bien sûr, tout le monde pourrait jouer sa carte la plus puissante au premier tour, et une vente aux enchères, ou je ne sais pas, une monnaie ou autre, pourrait résoudre ce problème. Mais je n'aime pas vraiment les ventes aux enchères. Je n'aime vraiment pas ça. Et j'ai dit, Christian, nous ne pouvons pas faire d'enchères. Je n'en veux pas, je ne les aime pas. Je suis content de tout le reste, mais je ne veux pas d'enchères. Et je crois que ça l'a fait réfléchir à autre chose. C'est pourquoi il a créé les Mindbugs, parce qu'il essayait de trouver un moyen de s'assurer que personne ne joue sa carte la plus forte au premier tour. C'est drôle parce que c'est aussi une bonne façon, je veux pas dire que vous êtes des feignants, mais c'est une bonne façon d'équilibrer le jeu, parce qu'il n'est pas besoin d'être parfaitement précis en termes d'équilibre. S'il y a une carte qui est un peu trop forte, bah en fait on s'en fout parce qu'il y a le Mindbug pour y remédier. Donc c'est vraiment chouette, ça crée un truc qui est assez incroyable. Évidemment tout doit être à peu près calibré pour que ça fonctionne, mais s'il y a une carte qui est un tout petit peu meilleure, bah c'est le genre de jeu où c'est acceptable, ce qui est pas sourd. Yeah, that's a funny part of it. So, oui, c'est un aspect amusant de la question. Bien sûr, nous avons travaillé sur d'autres jeux aussi, et c'est toujours un problème d'équilibrer les choses, et c'est un travail difficile à faire. Il faut faire beaucoup d'itérations. Avec Mindbug, c'est un peu différent. T'as raison, nous pouvons être un peu plus négligents et paresseux, et nous pouvons simplement ajouter des cartes super puissantes. Mais nous avons eu beaucoup de problèmes lors de la conception avec des cartes qui n'étaient pas assez puissantes. Nous sommes donc à l'opposé du spectre, c'est amusant. Lorsque les cartes ne sont pas assez puissantes, elles cassent notre jeu. C'est marrant. C'est aussi très différent parce que tu construis pas du tout ton jeu. Cette mécanique que je trouve aussi brillante d'ailleurs de je prends une pile de cartes et puis bah c'est parti, c'est les cartes avec lesquelles je joue. Ça change aussi énormément la chose, je pense. On n'a pas une grosse config, ce qui est une bonne chose. Et puis bah t'es pas déçu si toutes tes cartes sont pas surpuissantes en fait parce que ça va s'auto-équilibrer.
I can understand that. Est-ce que tu as l'exemple de l'évolution du jeu depuis la première itération de Mindbug? D'ailleurs, est-ce que le type de Mindbug a toujours été ou c'est quelque chose qui est venu après? Quel était le nom de prototype à l'époque? What was the name of the prototype at the time? The name of the prototype was Duelist. Duelist, which is of course very boring, but it was never Le nom du prototype était Dualist, qui est bien sûr très ennuyeux, mais qui n'a jamais été destiné à être un véritable nom de produit. C'était donc juste pour nous un nom de prototype. Et oui, nous avons ensuite réfléchi à d'autres thèmes. Une fois que nous avons eu un jeu de cartes complet et fonctionnel, ce n'était pas les cartes finales, mais il était assez fonctionnel pour que nous savions qu'il allait devenir un réel produit. Je refais ça. Le nom du prototype était Dualist, qui est bien sûr très ennuyeux, mais qui n'a jamais été destiné à devenir un nom de produit. C'est donc juste pour nous un nom de prototype. Et oui, nous avons ensuite réfléchi à d'autres thèmes. Une fois que nous avons eu un jeu de cartes complet et fonctionnel, ce n'était pas les cartes finales, mais il fonctionnait assez bien, et nous savions que cela deviendrait un réel produit. Oui, je pensais surtout au thème du jeu, et pour moi, il est important de le faire parce que les mécaniques du jeu le rendent plus accessible et que les jeux de cartes à collectionner typiques. Je voulais aussi que le thème soit attrayant pour un public plus large. Bien que je sois un grand fan de Dark Fantasy, ce n'était pas une option par exemple. Parce que nous voulions que le jeu ait des couleurs plus vives et qu'il ne soit pas trop sérieux. Il n'y aurait donc pas, je ne sais pas, du sang ou quelque chose d'autre sur les cartes. À un moment donné, nous nous sommes dit que ces Mindbug devaient avoir des moyens capables de contrôler d'autres créatures. Il faut faire quelque chose autour de ça parce que c'est ce qui rend le jeu unique. Nous avons pensé au contrôle de l'esprit et c'est là que tout a commencé. Nous nous sommes dit que nous pouvions contrôler l'esprit des créatures de nos adversaires. Et on s'est demandé ce qui pouvait faire ça. Nous avons alors imaginé ces créatures mentales qui viennent d'autres planètes et qui sont à la recherche de différents ADN de créatures. Ce sont des sortes de scientifiques et d'aventuriers qui voyagent à travers la galaxie et essayent de trouver des combinaisons d'ADN différentes pour obtenir des combinaisons amusantes, et cela peut être très drôle si tu combines deux créatures ou une créature avec une machine ou quelque chose comme ça. Ils se battent les uns contre les autres en contrôlant l'esprit de leur création. C'est ainsi qu'est né le thème. Théo, Alors la question suivante est de Théo. Ouais, je suis curieux parce qu'on a beaucoup parlé de toi et de Christian, mais à quel moment Richard et Scarf sont arrivés dans le projet? À quel moment vous les avez inclus? Tu as simplement envoyé un mail pour leur dire que tu étais fan de Magic et que tu voulais collaborer avec eux, ou comment est-ce que ça s'est passé exactement? How the relationship and the meeting went? That was actually also via the podcast. So I can certainly say without the podcast, I would not have been able to create this game and be there where I'm La rencontre s'est faite également par le biais du podcast. Je peux donc dire que sans le podcast, je n'aurais pas pu créer ce jeu et être là où j'en suis aujourd'hui avec ce jeu. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai invité un grand nombre de concepteurs de jeux à succès, comme tu l'avais fait avec Antoine Boza par exemple. À un moment donné, j'ai invité Richard pour participer au podcast et il a accepté. Nous avons enregistré un épisode. Et à la fin, je lui ai demandé de nous donner... je ne sais plus si c'était à la fin, mais je lui ai demandé à un moment donné du podcast s'il pouvait donner des conseils aux nouveaux concepteurs de jeux et à ceux qui aspirent à le devenir. Il m'a répondu quelque chose comme « N'arrêtez jamais de jouer. Jouez à autant de jeux que possible pour en tirer des leçons. » J'en ai profité pour lui demander après l'interview que nous avions un jeu et qu'on aimerait lui faire tester. Il m'a répondu « Oui, bien sûr, envoyez-moi des infos à ce sujet et je jetterai un coup d'œil. » Je lui ai envoyé une petite présentation du jeu. C'était un peu provoquant parce que j'ai dit « Nous avons créé un jeu qui nous permet de créer des créatures aussi puissantes que nous le voulons et avons un mécanisme qui équilibre automatiquement ces créatures et qu'on y parvient sans système de ressources. » Oui, et sa réponse était « Il doit s'agir d'une exagération. » Ce n'est pas tout à fait vrai, mais l'essentiel est exact. C'est ce que font les Mindbug. Mais il était très intéressé par l'idée et nous avions convenu de nous rencontrer sur un tabletop simulator et de jouer au jeu. Après un premier match, il m'a dit « Je suis très impressionné, pouvons-nous rejouer ?» Et pour moi qui suis un joueur de Magic de longue date, c'était la meilleure chose que je pouvais entendre de sa part. Je me suis demandé comment je pourrais lui demander d'utiliser cette citation pour notre campagne Kickstarter, qu'il reconnaissait que le jeu est bon.
But he was very interested in it, and we agreed to meet on Tabletop Simulator and play the game. And after the first match, he said, "I'm very impressed. Can we play again?" And I mean, exactement. Nous avons joué une autre partie et il m'a dit qu'il était toujours impressionné. Le lendemain, il m'a envoyé un message et m'a dit « J'ai joué une vingtaine de parties avec mes testeurs et je suis toujours impressionné par la rejouabilité de ce petit nombre de cartes. » Est-ce que je peux t'enregistrer en train de dire cela, s'il te plaît? Yeah, and I mean, we played another round and he said, à l'époque, c'était comme maintenant, je crois que c'était 52 cartes. D'accord, c'est encore le cas, mais c'était 52 cartes uniques. Il a fallu 1 ou 2 semaines pour que nous acceptions d'y travailler ensemble. Depuis, nous nous rencontrons toutes les semaines pour travailler sur le jeu. Il a également intégré SCAF dans l'équipe, Combien de cartes car habituelles? ils travaillent ensemble sur la conception de jeux depuis Magic. Already, but it was 52 unique cards. Then it took like 1 or 2 weeks until we agreed to work on it together. And since then, we are meeting on or have been meeting on a weekly basis to work on the game. And he brought also SCAF into the team because they are working together on game designs since Magic. Wow. I mean, we talk about success story. C'est vraiment comme si on parlait d'une success story. Hein. C'est une success story. Hein. Il s'agit d'une vraiment réussite incroyable. Comme Théo l'a dit aussi, moi je suis très fan du jeu. C'est l'un de mes jeux favoris, je l'ai acheté 2 fois pour différentes raisons. Et Richard Garfield est en quelque sorte, je dirais pas que c'est le meilleur concepteur de jeu pour moi, mais il s'en rapproche assez fort. I will not say a god game designer, but truly near to that for me. Et l'idée de parler avec lui aussi facilement et de l'impressionner sur un jeu qui est encore en proto, c'est vraiment incroyable. So easily and impress him with the prototype game was, I mean, this is truly amazing. And that's really something that we keep saying in this podcast, like how the industry. Oui, c'est vraiment un truc qu'on n'arrête pas de répéter dans le podcast, hein, comment l'industrie est liée aux gens qui sont hyper humains, vachement accessibles, vachement accueillants. On parle régulièrement de l'industrie française qu'on connaît un peu mieux, mais c'est incroyable de voir que même quelqu'un comme Richard Garfield est hyper accessible, qu'il est ok pour parler avec des jeunes auteurs et autrices, pour jouer à leurs jeux, pour leur donner des conseils, participer à des podcasts. C'est hyper inspirant, je trouve, vraiment. J'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer Richard 2 fois lorsque je bossais pour Yellow. J'ai été chef de projet sur King of Tokyo pendant une toute petite période, et j'ai été vraiment bluffé pour voir à quel point, alors qu'il était quelqu'un d'aussi important dans l'industrie, il était vraiment super, quoi. Il aime jouer à des jeux, il aime parler de jeux, il est impatient de découvrir des nouvelles choses. C'est hyper agréable de voir que ce qu'on évoque dans ce podcast sur l'industrie francophone comme étant très accueillante et aussi vrai à l'international, et que la plupart des concepteurs et conceptrices de jeux qu'on a eu l'occasion de rencontrer, ou du moins moi que j'ai eu l'occasion de connaître, en fait ils sont vraiment super. It's very nice to see that how everything that we keep saying in this French podcast about the industry is welcoming, game designers are mostly good people, you can talk with them, you can discover stuff, still apply to the French industry, but also to the international industry. So, very inspirational. You are absolutely right about that. So, I mean, you have asked me before what tu as tout à fait raison. Tu m'as déjà demandé ce que je faisais avant et je viens d'une industrie où c'est tellement différent. Je travaille maintenant dans l'industrie des jeux de société depuis, disons, 3 ans. I'm now in the board game industry since, let's say, 3 years altogether. Et j'ai jamais encore rencontré une personne qui ne soit pas amicale. Dans mes emplois précédents, c'était l'inverse. Il n'y a pas que les concepteurs de jeux qui sont très accessibles et prêts à aider. Je peux envoyer un problème que j'ai à un concepteur, je peux l'envoyer à un autre concepteur de jeu, et je suis presque sûr que j'obtiendrai une réponse avec quelques idées, sans aucune question en retour. J'en ai fait l'expérience, non seulement avec les concepteurs de jeux, mais aussi avec les éditeurs. Nous avons discuté avec de nombreux éditeurs au sujet des droits de distribution de Mindbike. Même si nous n'avons pas pu trouver d'accord commercial, les gens ont toujours été très amicaux et serviables, et ils nous ont dit « D'accord, nous comprenons que ça ne marche pas ici, mais si tu veux aller sur ce marché, tu devras parler à ce type. Il peut t'aider. Et si tu as une question, n'hésite pas à revenir vers moi. »
Et nous n'avons pas l'impression d'être en concurrence avec les autres éditeurs, nous avons plutôt l'impression de grandir ensemble. Et c'est tellement différent de tous les secteurs que j'ai connus auparavant, c'est la principale raison pour laquelle j'aime travailler dans ce secteur. We are growing together, and that's so different from all the industries I've experienced before, and that's the main reason why I love to work in this industry here. Yeah, and I think it's all about like keeping it like je pense que en fait faut réussir à garder ça et d'avoir une sorte de cercle vertueux. Moi quand je suis arrivé dans le milieu, j'étais un très jeune designer, je venais demander des conseils et j'y connaissais pas grand chose. Et j'ai eu un super bon accueil. J'ai été vachement lié, inspiré par Antoine Boza qui m'a hyper bien accueilli, entre autres. Mais c'est aussi parce qu'il a été bien accueilli par Bruno Catala, qui a été super bien accueilli par Bruno Fedduti, et ainsi de suite. En fin de compte, c'est une espèce de boucle, et moi je suis persuadé que si on parvient à maintenir l'industrie comme ça, dans 10 ou 20 ans, les choses elles vont continuer à être de ce type. In 10 or 20 years, things will be like that. Again. I really hope so. Je l'espère vraiment. Je ferai de mon aussi, je vais essayer. Nice. Let's go to the third and last part of the show and question. Passons à la troisième et dernière partie de l'émission avec une nouvelle question. Donc, on sait aujourd'hui que Mindbug est un succès. Du coup, c'est quoi la prochaine étape, si tu peux en parler? Je sais qu'il y a des extensions et des évolutions pour Mindbug directement. On peut les voir sur BGG avec Mindbug. On peut les voir sur BGG avec Mindbug Beyond. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Yeah, absolutely. So Mindbug is very well suited to add new cards to it. Like all these card games are. Oui, absolument. Mindbug se prête très bien à l'ajout de nouvelles cartes et comme tous les jeux de cartes. Si tu connais bien le jeu, il est très facile à rejouer, mais à un moment donné, c'est vraiment excitant de jouer avec des nouvelles cartes et de redécouvrir le jeu et de nouvelles combinaisons. C'est pourquoi nous avons sorti 2 extensions autonomes sur Kickstarter cette année. Elles sont au moment où nous enregistrons sur GameFound pour les derniers backers. Elle s'appelle Mindbug Beyond. Et oui, elles ajoutent tout un tas de nouvelles cartes au jeu et de nouveaux mécanismes. Elles sont un peu différentes du jeu de base. Il y a donc beaucoup de choses à explorer pour les gens, et c'est aussi parce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons continuer à faire. Tant que les gens seront intéressés par le jeu et les extensions, nous continuerons à les créer car c'est très amusant. Nous avons eu une réunion de conception ce matin avec toute l'équipe de conception pour parler des nouvelles idées pour l'avenir, et je peux te dire que tout le monde dans le bateau est très intéressé par la création d'autres produits Mindbug. Interest in making more very interesting Mindbug products. Ce qui est étonnant avec Mindbug, c'est qu'il est si simple à la base qu'on peut l'appliquer et le complexifier avec d'autres extensions, je suppose. A lot of complexity with the other extension, I guess. Yeah, we could, but actually we try to not do it. So I mean, complexity creep is something that games oui, nous pourrions, mais en fait, nous essayons de ne pas le faire. Je veux dire par là que le glissement vers la complexité est une chose qui pose problème au jeu et qui ont beaucoup d'extensions. Et qui deviennent de plus en plus complexes. Si tu regardes les nouvelles cartes de Magic par exemple, elles ont 10 fois plus de texte qu'il y a 10 ans. Nous essayons de rester simples pour l'instant. L'une des 2 extensions est un peu plus complexe que les autres parce qu'elle vous permet d'interagir avec votre pile de défausse. On a donc une nouvelle zone qu'on doit surveiller pendant qu'on joue, car on peut l'utiliser comme ressource. De plus, certaines cartes ont des effets lorsqu'elles sont dans la pile de défausse. Ça augmente donc un peu la complexité, mais l'autre extension est au même niveau que le jeu de base. Et oui, nous sommes heureux de voir comment les gens réagissent et nous voulons créer de nouvelles choses, mais en fait nous voulons rester simples. Et peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons penser à une version plus simple que le jeu de base, pour le rendre encore plus simple, plus facile à jouer pour les enfants.
Un jeu plus accessible pour les Oui, enfants. c'est pas un sujet dont nous avons parlé aujourd'hui, mais comme moi-même j'ai 3 enfants en bas âge, je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir un produit d'entrée de gamme pour eux. La question suivante est un peu pour moi, car je suis un grand joueur en mode solo. J'adore ça. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une version solo de Mindbug, c'est vrai ou pas? Solo mode on Mindbug, that's true or not? Yeah, it's something that we discussed from the very beginning, to be honest. So Skev brought that up because Oui, c'est quelque chose dont nous avons discuté dès le début, pour être honnête. Scaf en a parlé parce que je pense qu'il a travaillé sur des jeux solo pour d'autres jeux de cartes dans le passé. Lorsqu'il a joué à Mindbug pour la première fois, il s'est dit que ce jeu était si simple qu'il pourrait très bien se prêter à un mode solo. Depuis, nous avons été tellement occupés par la version duo du jeu que nous n'avons pas eu le temps d'y revenir. Mais Christian s'y intéresse beaucoup et je pense que si nous faisions un mode solo, ce serait comme un mode solo et coopératif. Nous allons donc probablement combiner ces deux modes. Et j'aime beaucoup les jeux en coopération, les jeux de cartes. Je pense qu'il y aura un produit Mindbug pour ça à l'avenir. Mais c'est pas quelque chose que nous avons déjà comme un prototype fini quelque part, mais tout le monde dans l'équipe s'y intéresse. Je pense donc que ça viendra un jour ou l'autre. Ça pourrait être similaire à Hero Realms, le mode aventure d'Hero Realms avec un boss et tout comme ça. Oui, je pense que c'est possible. La partie la plus délicate est de savoir comment faire fonctionner les choix de Mindbug. Peut-être que seuls les joueurs ont le choix du Mindbug et que l'IA n'en a pas, ou bien il y a des règles spécifiques pour l'adversaire qui utilise le Mindbug. Nous ne savons pas encore. Mais c'est la partie la plus délicate car la mécanique du Mindbug est ce qui rend le jeu unique. Nous aimerions au moins la conserver ou la mettre en avant dans d'autres modes de jeu que nous explorons. Est-ce qu'il y a d'autres jeux en cours d'édition chez NerdLab? Est-ce qu'ils seront tous conçus par toi et Christian? Ou est-ce que vous cherchez des protos de personnes extérieures? D'une manière générale, c'est quoi l'avenir de NerdLab en dehors de Mindbug, s'il y en a un pour le coup? NerdLab beside Mindbug, if there is any right now. Yeah, so we currently have one. Oui, nous avons actuellement un autre jeu qui sortira très bientôt, mais ce n'est pas notre propre jeu. Nous nous occupons uniquement de la distribution et de la version allemande du jeu. Il sera annoncé dans les 2 prochains mois, je pense, mais c'est un jeu sympa, j'aime beaucoup. Et donc c'est un jeu qui est sorti dans d'autres parties du monde, et donc vous ne ferez que la version allemande, c'est ça? Oui, exactement. Et nous avons 2 autres jeux qui sont en phase de développement et qui sont liés. Liés à Mindbug ou à autre chose? Non, en plus de cela, nous avons également des produits Mindbug en préparation, mais ces 2 jeux sont nouveaux. Et oui, disons que nous avons un groupe de conception similaire pour ces jeux également. Donc certains noms de concepteurs que vous avez vus sur Mindbug se retrouveront également sur ces nouveaux jeux. Ok, c'est intriguant. Théo, tu avais une autre question? Est-ce que vous acceptez les prototypes extérieurs? Est-ce que s'il y a nos auditeurs ou auditrices qui font du game design, qui veulent vous contacter pour vous soumettre des protos, qui correspondraient plus ou moins à ce que fait NerdLab, c'est possible? Yeah, sure. So, yes, we accept prototypes. Our schedule is quite busy for Oui, bien sûr, nous acceptons les prototypes. Notre programme est assez chargé pour cette année et probablement aussi pour l'année prochaine. Donc si quelqu'un nous soumet un prototype, il n'hésite pas à le faire. Nous l'examinons, nous en sommes heureux, mais c'est pas comme si nous pouvions y travailler immédiatement. Nous sommes une très petite entreprise, nous ne sommes que 2 personnes. Nous développons et nous voulons nous développer. Nous voulons devenir un éditeur plus important avec plus d'un produit, bien sûr. Ce serait stupide de mettre tous ces œufs dans le même panier. Mais nous ne voulons pas non plus croître de manière exponentielle parce que c'est trop risqué. Nous ne voulons pas publier 10 jeux l'année prochaine. Peut-être que 2 jeux l'année prochaine, et puis peut-être 3 l'année suivante.
Nous ne sommes pas une entreprise qui, pour l'instant du moins, est intéressée par un jeu de 50 ou 100 figurines. Pour l'instant, nous nous sentons plutôt à l'aise dans le domaine des petits jeux de cartes avec peut-être quelque chose comme des jetons ou juste une ou deux figurines ou des dés, quelque chose comme ça. C'est le domaine dans lequel nous nous sentons à l'aise pour le moment. Maybe something on top like tokens or maybe just 1-2 miniatures or dice or stuff like that. This is the area that we feel comfortable about at the moment. I wanted to ask if you have, je voulais demander s'il y avait une ligne éditoriale, mais du coup tu as répondu à cette question. Théo, une autre question? Non. Non, moi je suis ok. Marvin, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de me dire ou évoquer qu'on aurait pu oublier? Je voulais encore mentionner une chose parce qu'on m'a déjà posé la question. Nous travaillons également sur une version numérique de Mindbug. Oh, nice. Ah oui, j'en ai entendu parler. Oui, parce que le jeu est tellement bien adapté pour être joué sur mobile. Les décisions sont très rapides, il n'y a pas de temps d'attente et le jeu peut être joué en quelques minutes seulement. Il suffit d'afficher quelques cartes sur les petits écrans. Nous sommes donc très enthousiastes à propos de ce jeu et nous espérons pouvoir le sortir bientôt. C'est beaucoup de travail, mais c'est aussi un projet passionnant pour nous. Sometime soon in the future. It's a lot of work, but it's also a passion project for us. If you need some Si vous avez besoin d'un testeur, moi je suis à votre disposition. Je serais heureux de te donner l'accès. C'était vraiment un échange extraordinaire. Je suis désolé, je suis encore sur un petit nuage en ce moment parce que je suis tellement content de pouvoir discuter avec toi de tout ça. Merci énormément pour le temps que tu nous as accordé. Je ne sais pas comment te remercier plus, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup d'être venu pour notre podcast et merci à tous ceux qui nous écoutent. Pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, la prochaine émission elle sera en français pas redoublée. For the people who are used to listen to 6388, I think the next one sera en français évidemment. Et j'espère que vous avez réussi à nous comprendre et à comprendre ce que Mervyn avait à nous raconter, mais on était très contents de le recevoir. So Mervyn, thank you very much. Mervyn, merci beaucoup, Stéphane, merci d'avoir organisé cette réunion. This meeting happened, so thank you very much for that. Merci beaucoup, mais c'est pas moi, mais oui, merci. Merci à la personne qui se reconnaîtra. Marvin, thank you again very much. Marvin, encore une fois, un grand merci. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer dans la vraie vie, peut-être à l'occasion d'Essen cette année. Spiel Essen this year. Nous serons présents. Et je serai là aussi, donc on doit forcément se caler un verre à un moment ou à un autre. Merci encore et je te souhaite une semaine très agréable. I wish all a very pleasant week, I guess. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et merci. Merci beaucoup, au revoir. Bye. Fin de transmission.